Bonjour. Alors, plutôt Canon R6 Mark II ou Canon R7. Voilà. Alors, pourquoi cette petite vidéo? Parce que, tout simplement, jusqu'à maintenant, je pense que le Canon R7 ne pouvait pas trop s'entendre en tant que boîtier principal, à part, évidemment, de se contenter d'ouverture assez faible hein, sur les deux zooms qu'ils ont, hein, qu'ils soient à grand angle ou l'autre c'est le 18-150, alors qui est un super range par contre, mais qui est vraiment pas très ouvert non plus. Donc à part se contenter de ces deux objectifs et de compenser avec quelques focales fixes du plein format, c'était difficile de recommander le R7 en boîtier principal. Alors, ce qui a changé, c'est évidemment l'arrivée de Sigma sur la monture RF, tout au moins en APS-C. Parce que le fameux Sigma 1850 qui fait les beaux jours des utilisateurs Sony et Fuji hein, en monture APS-C depuis 2-3 ans, hein, il me semble, au moins pour Sony. Eh bien, ça y est, il est sorti officiellement, on peut le commander, là, ça y est, pour la monture Canon RF. Alors d'ailleurs, il y a eu les premiers tests que j'ai regardés attentivement, hein, et bon, ce zoom est absolument une pépite hein, en monture Sony et Fuji. Le truc, c'est que là, la plupart des testeurs ont bien fait, j'allais dire, ils l'ont testé justement sur un R7, parce que la plupart des testeurs ils ont un R7, hein, ou on leur a reprêté un R7, je ne sais pas trop. Et le R7, il ne faut pas oublier qu'il a 32 millions de pixels. Et que jusqu'à maintenant, ce 1850, il a toujours été essayé sur les capteurs Sony et Fuji de 26 mégapixels. D'ailleurs, j'ai jamais vu un test de cet objectif sur le nouveau capteur 40 mégapixels de Fuji. Et on aurait sûrement des surprises, parce que là, ce qu'on voit, c'est que, certes, ça reste un très bon objectif, hein, attention, mais il est un peu moins waouh au niveau du piqué que, justement, sur les capteurs 26 mégapixels. Il fait moins son effet. Voilà, il faut juste le savoir. Alors après, hein, ça reste quand même très bon globalement. À la pleine ouverture, il ne faut vraiment pas s'attendre sur les bords à quelque chose d'homogène. Hein. Là, pour le coup, vraiment, hein, par rapport au centre, il faut quand même avoir ça en tête. Et donc sinon, c'est un objectif qui pèse vraiment pas lourd, qui coûte vraiment pas très cher. Et d'ailleurs, ce qui est génial, c'est qu'il coûte pas plus cher en monture Canon, parce que des fois, Sigma, hein, par exemple, il y a certains objectifs qui sortent pour Fuji, ils les vendent carrément plus cher qu'en monture Sony. Non, alors là, c'est bien, ce 1850, il coûte exactement le même prix dans les trois montures. Voilà, ça c'est une première bonne nouvelle. Canon fait ils font aussi, un 18-45, je crois. Voilà, bon, 18-45, 18-50, hein, vous allez me dire. Qui, visiblement, d'après les tests, n'est pas beaucoup moins bon, d'ailleurs, au niveau du piqué que le 18-50 de Sigma. Mais alors, par contre, il est beaucoup moins ouvert. Mais il a la stabilisation. Voilà, donc, à voir. Mais enfin bon, c'est quand même plus intéressant d'avoir du 2.8 constant, il me semble. Hein. Surtout si vous avez donc un Canon R7, parce qu'un Canon R7, il est stabilisé, donc tout va bien, en fait. Là où il faut se poser davantage la question, c'est sur un Canon R10 ou un R50 ou même un R100, puisqu'on n'a pas de stabilisation capteur et on n'en aura pas non plus avec l'objectif. Bon, il faut voir selon les usages, hein, on va dire. Donc ça, c'est pour la stabilisation. La dernière chose, c'est dû au facteur de conversion hein, du capteur Canon en APS-C. Au lieu d'être x1.5 comme les autres, et ben, eux, c'est x1.6. C'est-à-dire que le capteur APS-C Canon, il est un petit peu plus petit que les autres capteurs APS-C. Et comme c'est x1.6, et ben, forcément, ça décale un peu la focale. Et ce 18-50 en position grand angle sur un Sony ou un Fuji, ça fait exactement un 27 mm, hein, 18 x 1,5. Ça fait 27 mm équivalent grand angle. Vous voyez, c'est même déjà un tout petit peu mieux qu'un 28 mm, en vrai. En revanche, sur ce Canon, c'est un équivalent 29 mm. Donc là, c'est un petit peu moins bien qu'un 28 mm. Et oui. Donc
Ça, de toute façon, on ne pourra pas faire autrement, hein, là, pour le coup. Mais voilà, donc c'est une petite restriction. Alors, je voulais aussi revenir sur un point qui me semblait important. Chez Sony, les constructeurs tiers d'objectifs sont bridés au niveau de la rafale. Alors, le truc, c'est que ça ne se ressent pas sur la plupart des boîtiers, et en APS-C, ça ne se ressentira pas, parce que la rafale, de toute façon, elle est très très faible chez Sony, y compris en obturateur électronique, hein, elle est à 10 ou 11 là, sur le Sony A6700 photos par seconde, et donc, heureusement qu'ils ne brident pas encore la rafale avec les objectifs Sigma, mais sur les pleins formats qui vont au-delà, alors évidemment, il n'y en a pas 50. Hein. Il y a le A9 III, il y a aussi le A9 II, hein, d'ailleurs, qui je crois est quand même encore en vente, et le A1, que des boîtiers à largement plus de 5 000 €, 6 000, enfin oui, 7 000 même, voilà. Donc eux, par contre, bing, ils brident à 15 images par seconde, alors que c'est des boîtiers qui peuvent aller à 30 images par seconde. Alors même le A3, le A9 III, c'est encore autre chose. Hein. Et ben non, avec les objectifs Sigma, vous êtes limité à 15 images par seconde. Alors je dis ça parce qu'un Canon R7, par exemple, il monte en obturateur électronique à 30 images par seconde. Et donc si on avait eu un bridage du genre Sony, bah, ça enlèverait un peu de l'intérêt aussi à ces objectifs. Et bah, heureusement, pas du tout. Hein. Il y a quelques testeurs qui l'ont bien souligné. La rafale à 30 images par seconde fonctionne parfaitement avec cet objectif Sigma. Donc ça, c'est super. Et Sony, arrêtez de brider les objectifs tiers sur la rafale, c'est ridicule. Merci d'avance. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre prochainement? Mais on va avoir le 10-18 f2.8. Alors ça va être pareil, sûrement qu'il sera un petit peu moins topissime au niveau du piqué que sur les capteurs 26 mégapixels. On verra bien. Hein. Enfin, ça devrait quand même pas mal aller. Puis alors, avoir comme ça un grand angle, un ultra grand angle en f2.8 constant, là, ça va faire encore plus de bien hein, à cette monture Canon, c'est sûr. Et puis dans la foulée, on devrait avoir d'ici la fin de l'année hein, les géniales petites focales fixes ouvertes à 1.4 également de Sigma. Donc voilà. Honnêtement, ça redonne un fort intérêt, moi je trouve, au boîtier APS-C de Canon. Voilà, alors du coup, cette vidéo, elle est là pour dire, bon, ben, maintenant, éventuellement, ça pourrait devenir un boîtier principal, le R7. Hein, parce que, ben, je veux dire, si on n'a pas le budget pour avoir deux boîtiers, est-ce qu'il vaut mieux avoir un R6 II ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un R7? Alors, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Évidemment, ça dépend de vos usages quand même. Hein, je vais enfoncer des portes ouvertes. Moi, il se trouve que je suis content d'avoir les deux, hein, parce que justement, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, ce que je vous propose... ah oui, avant, pardon. Il se trouve que là, depuis plusieurs jours, et visiblement, c'est parti pour durer, le R6 II, il a 600 € de remise hein, chez tous les revendeurs. Il est à 2300 € le boîtier. Alors là, ça peut faire hésiter dans l'autre sens, c'est-à-dire se dire est-ce qu'il vaut mieux pas que je prenne un R6 II plutôt qu'un R7, vu que le prix quand même est super intéressant pour ce boîtier. Alors voilà, là, c'est un autre paramètre, hein, bien sûr. Alors, ce que je voulais, c'était déjà vous montrer quand même au niveau ergonomique qu'il y a quand même des différences entre ces deux boîtiers. Certes, le R7, c'est le haut de gamme de l'APS-C chez Canon. N'empêche qu'au niveau ergonomique, quand même, c'est pas encore tout à fait un R6 II. Allez, on regarde ça tout de suite. Alors, les différences physiques, hein, pour commencer. Là, ça passe peut-être pas très bien hein, en vidéo, mais le R7 est quand même sensiblement plus petit hein, que le R6. Alors après, il y a des choses qui se voient pas forcément. Par exemple, la roue là, PSM, elle est plus grosse que sur le R7. Elle est plus grosse et surtout, elle fait moins cheap, hein, tout simplement, quand on la tourne. Donc ça, c'est des choses dont on se rend pas forcément compte là, comme ça, juste en regardant. Et de manière générale, même tous les boutons sont plus gros et font moins cheap sur le R6 II par rapport au R7.
Alors, ce qui est un peu problématique quand on utilise ces deux boîtiers, hein, alternativement comme c'est mon cas, c'est que on n'a pas beaucoup de boutons qui sont au même endroit hein, sur ces deux boîtiers et c'est un peu le problème. Alors, mis à part le bouton de déclenchement vidéo, comme vous voyez, on peut dire aussi la roue supérieure, bien sûr, et le petit bouton MFN là, hein, qui est tout au bout de la poignée. Voilà, c'est les points communs et la roue PSAM, bien sûr. Ensuite, le mode d'allumage n'est pas le même, hein, puisque sur le R7, c'est donc ce fameux bouton, première position c'est photo, deuxième position c'est vidéo. Alors que sur le R6 II, c'est un switch d'abord pour allumer, là, on-off, et le passage photo-vidéo se fait ici. Alors, est-ce qu'il y a un système meilleur que l'autre? Franchement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je me suis fait aux deux, il n'y a pas de problème. Ce qui est juste dommage, c'est que ce soit pas la même chose sur les deux, quoi. Voilà. Ensuite, alors, donc ça c'est pour le dessus. Hein. Alors, il partage par contre le fait que la griffe flash hein, puisse accepter un micro XLR. Voilà, donc ça c'est très bien. À l'avant. Alors à l'avant, qu'est-ce qu'on trouve en commande? Eh ben, on a donc ici ce bouton là sur le R6 qui est juste personnalisable, c'est tout, hein, rien d'autre. Sur le R7, on a le bouton aussi, mais en plus on a un switch pour désactiver l'autofocus. Voilà, et on n'a pas ça sur le R6 II, c'est étrange hein, d'ailleurs. Bon, alors ensuite au dos, hein, ces deux boîtiers, donc c'est là qu'il y a pas mal de changements. Le R6 II, donc on voit les trois boutons en haut hein, qui sont évidemment tous personnalisables. On a la molette, on a le joystick, ensuite on redescend, on a la touche loop, la touche info, la touche du Q-menu, ensuite la touche centrale de la roue qui est personnalisable bien sûr, et puis les boutons visualisation et poubelle en bas, et donc la roue, la fameuse roue, troisième roue, hein, comme on veut là, chez Canon, bien sûr, et la deuxième roue, elle est tout en haut du boîtier classiquement, hein, voilà, perchée là-haut, horizontale, comme sur beaucoup de boîtiers. Sur le côté, on a le bouton menu et le bouton rate, dont moi je me sers jamais, ce qui est très dommage, hein. Ça c'est les trucs de Canon. Très étonnant, c'est que ce bouton rate, il n'est pas du tout personnalisable, on peut rien en faire. Donc moi comme c'est une fonction dont je me sers jamais, voilà, bouton inutile, bien dommage. Alors, ce qui est bien dommage aussi, c'est que cette roue-là, très bien, hein, moi donc je l'utilise pour les plages autofocus, donc c'est très pratique. Mais ce qui est dommage, hein, par rapport par exemple à Sony ou à Panasonic, c'est qu'on on peut pas la cliquer, cette roue, donc on se prive de 4 boutons personnalisés, quoi, en quelque sorte, et ça c'est quand même bien embêtant sur ce boîtier. Alors, à l'inverse, sur le R7, eh bien, cette fois-ci, on a un trèfle et plus une roue en bas. Donc là, pour le coup, on a les quatre boutons personnalisables. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Franchement, aucun des deux. Ce qui est mieux, c'est d'avoir la roulette cliquable. Parce que là, on récupère donc plus de fonctions directement accessibles avec le boîtier sur le R7, ça c'est bien clair. Mais en revanche, la troisième roue, hein, justement pour faire défiler les plages autofocus, moi ça me manque sur le R7. J'étais obligé de mettre ça sur un bouton, mais c'est beaucoup moins pratique parce que quand vous changez votre plage autofocus, vous pouvez pas, si vous voulez juste celle d'avant, vous êtes obligé de refaire le tour complet avec un bouton, alors qu'avec la roue là du R6 II, je l'ai fait défiler en avant, en arrière, et c'est beaucoup plus rapide sur le terrain pour ce point-là. Donc sinon, le R7, il a les trois boutons du dessus aussi. Alors, ils ne sont pas disposés pareil, parce que comme le boîtier est plus petit, voilà, c'est pas possible. Et puis, il a le joystick à peu près au même endroit, et cette fameuse roue autour du joystick, hein, et parce qu'il n'a pas de roue sur le dessus, comme ici le R6 II. Hein. Donc, du coup, c'est vraiment une ergonomie différente, et c'est vrai que quand vous passez de l'un à l'autre, c'est pas toujours bien évident. Hein. Alors comme on peut voir, par contre, il n'a pas de bouton loop à proprement parler.
Le bouton loop, il est là, il est couplé avec un bouton personnalisé, donc c'est beaucoup moins pratique qu'un vrai bouton dédié. De même, le bouton central donne accès au menu rapide, hein, le Q menu, alors que ici c'est bien un bouton dédié et en plus le bouton central est personnalisable pour autre chose. Donc, oui, c'est vraiment pas la même chose. Alors, par contre, il n'a pas cette touche rate qui sert à rien, hein, là-haut, le R7. Et enfin, dernière différence. Donc, ici, nous avons un bouton ISO, alors qu'il n'y en a pas sur le R6 II. Voilà, voilà. Donc, vous voyez que ergonomiquement, c'est quand même pas tout à fait la même chose hein, entre ces deux boîtiers. Et c'est ça qui, bon, est un peu étrange, hein, parce que c'est pas comme s'il y en avait un vraiment tout en bas de la gamme et puis un plutôt en haut de la gamme, là on comprendrait. On a le haut de gamme de l'APS-C chez Canon et on a, si ce n'est le haut de gamme, un très bon milieu de gamme du plein format. On pourrait s'attendre à ce que les deux partagent un peu la même ergonomie, et ben non. Ben voilà, donc sinon pour le reste, hein, on va en parler dans la suite de la vidéo. Voilà. Hein, donc c'est sûr que moi je préfère quand même, malgré tout, hein, que ce soit l'ergonomie générale, le viseur, il y a le viseur aussi quand même, hein, qui est de meilleure qualité dans le R6 II. Je préfère quand même prendre des photos avec le R6 II qu'avec le R7. Hein. Alors, il y a aussi l'obturateur mécanique qui fait un bruit qui n'a rien à voir entre les deux boîtiers. Hein. Je vais tâcher là de vous montrer ça. Je ne sais pas si ça va bien ressortir parce que je ne suis pas sûr qu'avec le micro. Enfin bon, allez, on essaye de voir ce que ça donne. On va commencer avec le R7. Ok, le R6 II. Voilà, bon, je m'aperçois en écoutant la vidéo que on ne se rend pas compte du tout de la vraie différence et je peux vous garantir qu'il y en a une. Le R6 II, il fait un beau bruit très feutré, alors que le R7, il fait un bruit beaucoup plus fort et qui claque vraiment, un peu comme un Sony A7 IV, tiens, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est aussi une différence, hein, parce que comme, alors surtout le R7, il va falloir faire attention à ne pas l'utiliser non plus tout le temps en obturateur électronique, parce que, bah oui, obturateur électronique, beaucoup de rolling shutter, hein, le R7, donc il faut savoir repasser raisonnablement en obturateur mécanique quand c'est nécessaire, mais voilà, ça sera bruyant, quoi. Hein. Donc c'est quand même aussi une différence hein, entre ces deux boîtiers. Alors, ce que je vais rajouter quand même aussi, c'est que il se trouve que le R6 II, il est sorti 6 mois après le R7, hein, c'était en 2022. Hein. Donc le R7, il est sorti, je crois, début de l'été, hein, ou un peu avant l'été. Il a été en pénurie toute l'année 2022, mais enfin, officiellement, il est sorti début de l'été 2022, alors que le R6 II, il est sorti fin 2022. Et bien, il y a 2-3 petits trucs, figurez-vous quand même, qu'il y a dans le R6 II et qu'il n'y a pas dans le R7. Alors, il y a un peu l'inverse aussi, mais c'est plus vraiment anecdotique. C'est-à-dire que dans le R7, il y a l'horizon, alors c'est en photo, ça, il redresse, si vous êtes un peu penché là, comme ça, il redresse l'horizon, hein, il se sert de la stabilisation en fait du capteur. Bon, après ça marche qu'en JPEG, hein, ça marche pas en RAW. Bon, voilà, moi je m'en sers pas vraiment pour tout dire. En revanche, ce qui me manque bien dans l'autre sens, je vais vous dire, il y a deux choses essentiellement. Ça concerne le fait de pouvoir mettre sur un bouton du boîtier le type de détection. Et justement, parce que c'est important, d'autant plus que sur le R7, il y a un truc que n'a pas le R7, c'est la détection, le mode automatique, qu'a le R6 II. Par contre, voilà, comme il est sorti plus tard,
Et ce mode auto du R6.2 pour les détections, il marche quand même vraiment pas mal. Et donc, tant que vous avez des sujets quand même bien différenciés, entre animaux, humains et tout, ça va vraiment très très bien. Hein. Moi, je vais le mettre je vais le forcer en détection, on va dire, des animaux, quand vraiment c'est des oiseaux, par exemple. Hein, voilà. Je veux être sûr qu'il ne loupe pas, quoi. Bon, mais du coup, le R6.2, ce que je veux dire, c'est qu'en plus d'avoir une position auto, on peut en plus mettre sur un bouton l'accès aux différents types de détection. Hein. Et bien sur le R7, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que non seulement vous n'avez pas de position auto, mais vous ne pouvez pas mettre sur un bouton la détection, le type de détection. Vous pouvez mettre sur un bouton le fait d'activer ou désactiver la détection dans laquelle vous êtes. Hein. Alors, est-ce que si vous êtes en détection des humains ou détection des animaux ou des avions ou je ne sais quoi, mais vous êtes obligé de le mettre dans le menu d'accès rapide, par exemple. Hein. Vous ne pouvez pas le mettre sur un bouton. Et bien ça, c'est quand même une différence importante, moi, je trouve, dans mon utilisation. Et là, c'est clair, je préfère largement le R6.2 pour ça, en tout cas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir en vidéo, là, notamment, vous voyez, la vidéo que je suis en train de tourner, ben, je vais vous montrer tout de suite le R6.2, parce que là, c'est le R6.2 qui tourne. Si je m'en vais, regardez ce qui se passe. Vous voyez ? En fait, il ne va pas faire la mise au point vers le fond. Ça, c'est une fonction du R6.2 qui est justement en vidéo et très bien. C'est que si on lui dit tu t'occupes que de détecter le sujet, alors il faut être en mode détection, et si tu ne détectes pas de sujet, tu laisses la mise au point là où tu étais. Quoi. Et donc ça évite justement de voir ça, hein, dès qu'on quitte le truc, bing, il s'en va dans le fond. Et puis surtout, ça minimise aussi les pompages de l'autofocus, hein, quand il y en a, on va dire, parce qu'à aucun moment, il sera attiré par le fond, quoi, l'autofocus. Donc voilà, et ça, il n'y a pas sur le R7, hein, par exemple. Bon, donc là, je pense qu'on en a fini sur les différences vraiment ergonomiques, puis un petit peu dans les menus, quoi, hein, on va dire. Donc maintenant, place aux avantages de l'un et de l'autre, cette fois-ci, dans leur domaine respectif, c'est-à-dire pour le R6.2, le fait d'avoir un capteur plein format, et le R7, au contraire, de pouvoir avoir accès à des très longues focales en mettant finalement des objectifs raisonnables dessus. Alors, on va commencer par le bruit, hein, parce que finalement, c'est quand même ça qui compte le plus. On va dire, quand on achète un plein format, c'est pour ses possibilités en basse lumière. Alors, première photo que je vais vous montrer, hein, comparative. Donc, évidemment, elles sont faites exactement avec la même ouverture, la même vitesse, hein, à peu près le même cadrage, hein, j'ai essayé. Et elles sont toutes les deux prises à 6400 ISO. Donc, je vous montre d'abord les RAW sous Lightroom, là, comme ils sortent. Alors, je vais essayer de bien les zoomer, hein, pour que ça passe sur YouTube, la différence. Hein. Alors, je me suis limité à 6400 ISO. Hein, c'est sûr, j'aurais pu faire 12800, 25600. Bon. Après, moi, il se trouve que je prends quand même rarement des photos au-dessus vraiment de 6400. Ça m'arrive à 12008 des fois quand même, mais c'est déjà assez rare. 25600, jamais. Donc, voilà. Alors, tout ce qu'on va voir là, évidemment, si on le décale d'un cran à 12800 ISO, ça va encore plus se creuser, hein, l'écart. Alors l'écart, je pense qu'on le voit quand même sur YouTube. Là, hein, oui, bien sûr, c'est pas un scoop, le R7 fait plus de bruit que le R6.2 à 6400 ISO. Alors, j'ai fait exprès de me mettre dans une zone assez sombre, hein, parce qu'évidemment, vous pouvez vous mettre à 6400 ISO dans une zone super éclairée, vous verrez quasiment pas de différence entre les deux. Ça n'a même pas de sens de faire ça. Donc voilà, je me suis mis dans une zone assez sombre. Et puis, donc du coup, ce que j'ai fait après quand même, parce que ce qui compte aussi maintenant, c'est qu'on a des logiciels tellement bons pour enlever le bruit, qu'on pourrait se demander, tiens, après avoir passé DxO Pure Raw 4, que deviennent ces deux fichiers? Eh bien, allons-y, donc je vous les montre. Alors,
Et bien là, je vous souhaite bon courage pour faire la différence parce que même moi, là, devant mon écran, j'arrive pas à la faire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le R7, il fait plus de bruit, mais il a aussi plus de détails puisqu'il a 32 mégapixels. Et quand on lui applique un très bon logiciel de débruitage comme DxO Pure Raw 4, franchement, il n'y a quasiment pas de différence avec le R6 II. Bon. Voilà. Donc finalement, on pourrait même se dire jusqu'à 6400 ISO, il n'est pas si avantagé que ça, le R6 II en réalité, si on tient compte, attention, hein, d'une correction logicielle derrière. Là où il va quand même à un moment creuser l'écart, c'est justement si on va au-dessus, à 12800 ou à 25600 ISO, il y a un moment où là, le DxO Pure Raw 4 ne fera pas de miracle avec le R7. Hein. Mais enfin, en attendant, ça montre que en photo, notamment animalière, si on a besoin de monter jusqu'à 6400 ISO avec le R7, on peut y aller, et qu'on a un DxO Pure Raw 4 sous la main, on peut y aller les doigts dans le nez. Hein. Voilà. Bien. Alors, là où par contre l'avantage il est clair au R6 II, c'est en vidéo, parce qu'en vidéo on n'a pas l'équivalent de DxO Pure Raw 4 quand même pour débruiter. Et là évidemment en vidéo on peut monter beaucoup plus facilement dans les ISO avec le R6 II qu'avec le R7. Alors après il y a bien un petit peu la plage dynamique aussi. Hein. On est sur un plein format contre un APS-C qui plus est de la même marque, donc normalement le plein format a une meilleure plage dynamique. Même si le R6 II, c'est pas dans les pleins formats le champion de la plage dynamique, hein, soit dit en passant. Voilà, alors, ça c'est donc pour le bruit en haute sensibilité. Alors maintenant, on va regarder, là c'est plutôt avantage évidemment au R7, ce que ça donne vraiment. Là j'ai mis le 100-400. Donc le 100-400, hein, je vous rappelle que c'est le moins cher des 100-400 de tout le marché, hein, celui de Canon. C'est étonnant hein, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, alors là j'ai commencé avec le R6 II. Donc voilà ce que ça donne avec un capteur plein format. Hein. Donc là j'ai visé une espèce de clocher là, qui est un peu pas loin de chez moi. Et puis là maintenant la même avec le R7. Donc là, c'est comme si j'avais cadré avec un 640. Alors, il est bien entendu que je me suis mis rigoureusement au même endroit hein, pour faire ces deux photos. Voilà, donc OK. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, maintenant, je vais les mettre toutes les deux à 10 mégapixels, ces images. Alors, pourquoi? Parce que 10 mégapixels, ça suffit largement pour visualiser même sur les meilleurs écrans du marché. Hein. Donc je vais les mettre tous les deux à 10 mégapixels et donc normalement là on va avoir en plus l'avantage du R7 en termes de résolution. Et donc on va recomparer les images à 10 mégapixels. Voilà, donc c'est parti. Voilà, donc le R6 II et le R7. Et donc là on se rend compte hein, clairement la capacité de zoom, hein, de grossissement qu'on a avec le R7. Qui est vraiment impressionnante. Hein. Encore une fois, il y a plusieurs choses qui se combinent. C'est le fait déjà que la conversion de focale, là pour le coup, dans ce sens-là, c'est avantageux, c'est un 6 et pas un 5 comme chez les autres. Et puis qu'on a 32 mégapixels sur ce capteur, hein. C'est vraiment super. À titre de comparaison, vous prenez le 40 mégapixels de Fuji, là, le capteur 40 mégapixels, par exemple, je ne sais pas, sur le X-T5, mettons, ou le XH2 ou le X-T50. Vous lui mettez devant un 100-400, et bien comme la conversion c'est 1,5 et pas 1,6, ça revient presque au même que d'être avec ce 32 mégapixels et le x1,6 par contre pour la focale. Vous voyez, l'un dans l'autre, finalement, il est très bien pour ça, ce capteur 32 mégapixels de Canon, je trouve. Hein. Voilà, donc là, il me semble, on s'est quand même rendu compte des différences essentielles, hein, évidemment, parce que j'ai pas fait un comparatif point par point avec plein d'images différentes. Après, ce sont tous les deux des très bons hybrides qui font des très belles photos et des très belles vidéos. Hein. Alors, il y a encore en vidéo
des petites différences quand même, notamment le R6 II, il peut filmer en 4K 50, en 4K qualité normale, quoi, on va dire. Alors que sur le R7, si vous faites ça, vous avez un petit recadrage, c'est-à-dire qu'il s'il filme en 4K 50 en pleine définition, c'est forcément en 4K légère, quoi, hein, pas la 4K standard. Voilà, donc ça c'est une petite différence aussi qu'il faut avoir en tête, hein. Voilà. Alors je vais terminer cette vidéo en vous donnant, moi, personnellement, dans mon utilisation, un autre avantage que je vois au R6 II. Alors là, ça concerne les objectifs, hein, pour le coup. C'est-à-dire que même si l'arrivée de Sigma est vraiment, c'est génial, hein, on pourrait presque s'attendre à ce que Tamron aussi, alors eux, ils ont annoncé qu'ils allaient commercialiser leur 11-20 f2.8. Alors je vois pas, je sais pas, enfin après, je suis pas à leur place, c'est pas très malin parce que le 10-18 de Sigma coûte moins cher, est beaucoup plus compact, il est aussi bon et en plus il commence à 10 et pas à 11. Ce 11-20 de Tamron, maintenant qu'il y a le Sigma 10-18, il a quasiment plus aucun intérêt, hein. Donc bon voilà. Alors ce que je disais, c'est que peut-être ils auraient pu plutôt commercialiser leur 17-70 f2.8. Voilà. Parce que là, 17, alors quand on est sur un capteur Fuji ou Sony, ça équivaut à peu près à 25,5 mm, 25,5 mm. Là, le problème chez Canon, c'est que ça ferait donc plus proche sans doute d'un 27 mm. Hein. Voilà. Bref, mais au moins, ça redonnerait un petit peu en grand angle, et puis ça permet d'aller plus loin, hein, là, pour le coup, que le 50 mm. Après, ça équivaut à plus de 120 mm, hein, en bout de zoom, et on est à f2.8 constant. Alors bon, c'est un Tamron, il n'a pas un autofocus super, voilà, il y a quand même quelques petites restrictions, hein, bien sûr. Mais donc, voilà, pour l'instant en tout cas, c'est pas possible sur le R7, de toute façon c'est réglé, mais même que ça le serait, bon, là je trouve quand même qu'en plein format, on a des solutions, et une, moi particulièrement, que j'adore, c'est le 24-105 f4 que j'ai, hein, avec le R6 II. Et là, il n'y a vraiment pas d'équivalent pour le R7, hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour terminer. Si par exemple j'achetais le Sigma 1850 pour mon R7, hein, voilà ce que donne le cadrage avec un équivalent 29 mm. Donc là, en fait, j'ai pris mon 24-105 et je l'ai mis exactement à 29 mm. Hein. L'indication de focale sur les Canon, on la voit sur l'écran, hein, donc on peut régler au millimètre près. Donc je me suis mis à 29 mm, ce que donnerait donc le 1850 en position grand angle sur un R7. Donc voilà ce que ça donne au niveau cadrage. Et là, maintenant, je me suis mis, puisque c'est le 24-105, je me suis remis à 24 mm, et vous voyez la différence quand même, elle est quand même assez importante, hein. Alors certes, cette photo n'a aucun intérêt, elle est même mieux prise à 29 mm au niveau du cadrage, hein, mais ce n'est pas le sujet, je veux dire, c'est que ça vous offre beaucoup plus de solutions, 24 mm en grand angle, et là, ça fait quand même une vraie différence, quoi, hein. Donc, moi, je sais que quand je pars en photo en mode polyvalent, je mets le 24-105 dessus, et puis c'est tout, quoi, hein. Je veux dire, en grand angle, je suis rarement limité. Si je sais vraiment que je vais faire de la photo de paysage ou de la photo un peu où j'ai vraiment besoin de grand angle, et j'ai aussi le 15-30, hein. F4.5, F6.3, hein, qui n'est pas un objectif très cher, justement, ce qui n'est pas très ouvert, mais là, au moins on a du accès au 15 mm. Alors ça, c'est pareil, avant qu'on ait accès à du 15 mm sur un R7, ben non, hein, puisque même quand le Sigma 10-18 sera sorti, eh ben 10 sur le R7, ça équivaut à 16 mm. Et là, sur les ultra grands angles, chaque millimètre compte vraiment, hein. Un 16, c'est pas un 15. Hein. Donc voilà, aussi pourquoi moi j'ai quand même une préférence pour beaucoup de choses pour le R6 II par rapport au R7.
vous avez compris que c'est pas tellement pour le bruit qui fait en moins en basse lumière, en fait, que je préfère le R6 II. Hein. Mais c'est voilà, pour toutes ces petites choses hein, qui concernent l'ergonomie, qui concernent l'accès au 24 mm facilement et au 15 mm d'un autre côté en grand angle. Et évidemment que le R7, encore une fois, dès que je lui colle le 100-400 dessus, c'est un vrai objectif, je veux dire, de photo animalière ou sportive lointaine, hein, couplé avec la très bonne rafale en plus du R7 et le pré-déclenchement. Ça permet vraiment à moindre frais de faire des photos qui étaient encore inaccessibles il n'y a encore pas si longtemps. Hein. Voilà. Donc c'est aussi un super boîtier. Et maintenant, si on veut le rendre plus polyvalent, hein, encore une fois, pas autant qu'un R6 II à mon avis, mais plus polyvalent, ben maintenant on a une solution grâce à Sigma. Donc après, bah, chacun, j'allais dire, se fera son avis. Voilà, j'espère simplement que ces petits points vous auront aidé, peut-être si jamais hein, vous êtes devant ce choix. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Au revoir.